Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité renouvelée à Dimanche Politique, un rendez-vous hautement politique que le groupe de presse international EDEN-TV Diaspora FM vous propose tous les dimanches avec notre invité aujourd'hui. Nous allons aborder un certain nombre de sujets. Vous le savez, ces dernières heures au Bénin ont été marquées par un événement malencontreux. Une bonne partie du plus grand marché de la sous-région, le marché d'Antokwa, a été ravagé par un incendie plongeant ainsi plusieurs commerçants dans la peur générale. Les dégâts économiques sont énormes. Nous prendrons l'avis de notre invité sur cet événement et environ 3 semaines déjà que le général Mathieu Kérékou nous a quitté. Toute la nation pleure l'homme. Le parti de notre invité va juste dire ses condoléances à la famille dans cette émission. Mais ce fait que notre invité était un ancien membre de la société civile, un activiste qui a toujours lutté contre la révision opportuniste de la Constitution du Bénin, la loi fondamentale. Il a défendu pendant plusieurs années au sein de la société civile les valeurs démocratiques, la liberté d'expression. Mais depuis janvier 2014, il s'est retrouvé au sein d'une formation politique avec un certain nombre de ses collègues de la société civile, dont désormais il milite sur le plan politique. Il va nous expliquer de fond en comble ce revirement et depuis quelques mois, les idéaux de son parti politique rencontrent en tout cas certaines valeurs d'un homme d'affaires béninois, M. Patrice Talon, qui a manifesté son intention de briguer la magistrature suprême. Pourquoi ils ont décidé de supporter cet homme, et vous le savez, le relevé du Conseil des ministres de la semaine écoulée a épinglé, en tout cas, l'homme d'affaires béninois Patrice Talon. Ils ont relevé, le gouvernement a relevé, le gouvernement et les membres du Conseil des ministres ont relevé un certain nombre de dossiers dans lesquels serait impliqué l'homme d'affaires. Nous prendrons l'avis de notre invité sur le sujet. L'ambiance préélectorale sera également analysée par notre invité. Et comme vous le savez, en fin d'émission, nous prendrons justement on va prendre l'avis de notre invité sur une actualité sous-régionale. Il s'agit bien sûr en République démocratique du Congo où le oui l'a remporté, permettant à Denis Sassou Nguesso de briguer un 3e mandat. Vous le savez, nous maintenons le mythe autour de notre invité. C'est James William Mogbagidi qui lève le coin de voile généralement. Et James, bonjour. Bonjour à vous, tranquille Arcade Benotin. Bonjour aux amis auditeurs de Diaspora FM, la 102.3 et bien sûr aux téléspectateurs de EDEN TV. Né le 24 juin 1963, celui que nous recevons aujourd'hui a effectué l'essentiel de ses études au Bénin, notamment en droit des affaires et carrière judiciaire à l'Université nationale du Bénin, devenue entre-temps Université d'Abomey-Calavi, où il s'est également illustré dans l'ensemble artistique et culturel des étudiants, le ACE, révélé donc par le théâtre, acteur incontournable du téléfilm Un tour de vis du centre Africa Obota, point d'orgue de l'émission Entre nous de regretter mémoire, où il était appelé Lafia. Devenu de ce fait un des acteurs les plus actifs de la société civile, il va par la suite migrer en politique en prenant part aux côtés d'autres personnalités de profil semblable à la création d'un parti politique. Son nom, c'est Alternative Citoyenne. C'était en janvier 2014. Ancré dans l'opposition depuis sa naissance, le parti dirigé par les professeurs Roch David Yaoui, président, et Joseph Djogbenou, président d'honneur, prend une part active à l'animation de la vie politique béninoise et a d'ailleurs déjà annoncé son choix pour 2016. Vous l'avez sans doute deviné. Nous ouvrons aujourd'hui notre plateau à M. Orden Aladatin, secrétaire général d'Alternative Citoyenne. Orden Aladatin, bonjour. Bonjour, chers amis. Merci bonjour, chers auditeurs. Merci à vous, donc bienvenue. De nous honorer dans cette émission. Bienvenue. Je vous pose la question d'emblée. C'est la première fois que vous mettez donc les pieds à EDEN TV, Diaspora FM. Quelles sont vos premières impressions pour sur cette nouvelle chaîne de télévision que vous découvrez sans doute? Merci. Bon, je ne découvre pas la télévision. J'ai l'habitude de suivre la télé à la maison et puis vos émissions, surtout sur Diaspora FM. Bon, effectivement, c'est aujourd'hui que je découvre vos locaux. Je trouve que vous êtes très bien installés et puis voilà, je vous félicite. L'ouverture des ondes au privé, on a travaillé pour ça et je pense que vous faites du bon travail.
J'ai l'habitude d'écouter des journalistes émérites. J'ai eu l'occasion de vous connaître par ailleurs sur Bonjour Citoyen et Africa TV, je pense que pour ce qui concerne votre collègue. Je trouve que vous êtes de très bons journalistes et que vous allez mettre votre savoir-faire au service de la promotion de cette chaîne de télé. Merci à vous, M. Orden Adati, de n'avoir pas marchandé votre disponibilité pour nous accompagner dans cette émission, ce numéro de dimanche politique co-organisé par Eden TV et Diaspora FM, très suivi au Bénin et en Afrique également via le satellite. On va aborder avec vous un certain nombre de sujets, on l'a dit en introduction. D'abord, vous le savez, le marché d'Antokwa est amputé d'une bonne partie. Des hangars ont été emportés, des centaines de millions de francs CFA ont été emportés également. Quelle est votre lecture de cette situation? D'abord, ma compassion pour les victimes de ce qui est arrivé. Ce marché appartient aux Béninois, mais à tout le continent. Je trouve que c'est un événement malheureux. Ça montre aussi les problèmes de gestion. Quand vous passez à côté du marché d'Antokwa, quand même, vous êtes meurtri de son état. Les hangars dont vous parlez sont là depuis. Et par rapport à l'architecture de la ville, je trouve que c'est quelque chose qui n'était pas tolérable. Et je me suis toujours posé la question, moi, en passant à côté du marché d'Antokwa, s'il n'y avait pas d'autorité dans ce pays-là, ne serait-ce que sur le plan de la beauté de la ville, de hangars qu'il fallait raser et refaire. Et pourtant, il y a eu des directeurs qui sont succédés à la tête de ce marché. Les problèmes donc de financement du marché et de redevances dans ce marché se sont toujours posés. C'est des questions de gestion. Le cas de Ouaga ne nous a pas empêché d'avoir ce que nous sommes en train d'avoir. Ça aurait pu être pire pour nous, heureusement. Voilà, pour ne pas être en vue humaine. Bon, je n'ai pas eu vent de ce qu'il y a eu des morts donc, dans cet incendie-là. Mais ça pose fondamentalement des problèmes de gestion. Ce n'est pas tolérable que le plus grand marché donc, de la sous-région, en tout cas francophone, j'allais dire, soit dans cet état et que depuis fort longtemps qu'on n'y a pas apporté des solutions adéquates. C'est vraiment dommage et il faut repenser ce marché-là. Rentrer dans le marché, vous n'arrivez pas à circuler. D'accord? Vous ne pouvez pas circuler au marché d'Antokwa. C'est très grave. C'est l'une des raisons de l'ampleur des dégâts, puisque les sapeurs-pompiers sur les lieux, disent-ils, n'ont pas réussi à avoir assez. Mais c'est clair, c'est évident. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on devrait le réaliser. Vous devez anticiper par rapport à ça. Hein, c'est arrivé à Ouaga, ils ont fermé le marché pendant je ne sais pas combien d'années pour refaire les choses. Mais ça ne nous a pas alertés, nous. Puisque nous gérons le pays au quotidien, nous passons notre temps donc, dans les fourberies et dans de la diversion. Et puis, les problèmes essentiels sont là. Je souhaite simplement que l'on ne continue pas d'abuser de la pauvreté, de la misère des autres, ne continue pas d'abuser de ce qui est arrivé à nos concitoyens. Parce que vous allez avoir des défilés, vous allez avoir donc de la récupération. Et voilà, je trouve que c'est dommage et ça devrait nous faire réfléchir. Et je pense que le prochain président de la République devrait vraiment s'occuper du marché d'Antokwa. Très bien. En prochain président de la République, nous parlons aujourd'hui d'un ancien. Celui-là, ça fait bientôt 3 semaines qu'il nous a quittés. Il n'est plus de ce monde. C'est le général Mathieu Tchabitcha Kérékou. Il a dirigé le Bénin pendant pratiquement 29 ans. D'abord 17 ans de marxisme-léninisme, près de 18 ans de marxisme-léninisme, 1 an de transition et puis 10 ans de démocratie. Maintenant, le 1er novembre, ce jour, qu'est-ce que vous pouvez dire sur la mémoire de cet homme? Merci beaucoup. Déjà, par rapport à sa famille, je voudrais souhaiter mes condoléances à la famille Kérékou, aux familles parentes et alliées. Kérékou, quel que soit ce qu'on peut lui reprocher, est un grand homme de l'histoire militaire et de l'histoire politique de ce pays-là. Il a marqué la révolution. Moi, j'étais encore enfant quand Kérékou a accédé au pouvoir. Moi qui suis né à Savet, je peux savoir que politiquement, au nombre de ses résultats éloquents, on pourrait citer la lutte contre le régionalisme dans ce pays. Je trouve que son système a contenu le régionalisme.
Et quand je vous dis que je suis né dans les collines à Savet, je peux savoir ce que c'était en matière de régionalisme, parce que les pesanteurs du passé étaient très présentes donc, en termes de rapports interethniques. La conquête esclavagiste du royaume d'Abomey par rapport à Savet a laissé quelques plaies béantes donc, qui ont été très souvent instrumentalisées par les pouvoirs locaux, par le pouvoir politique. Et je pense que le pouvoir du PRPB, sous la conduite du général Mathieu Kérékou, a essayé de freiner, de limiter, de contenir ce phénomène-là. Il m'avait déjà marqué par cela. Et puis après, il y a eu les dérives de tout système dictatorial, donc privation de liberté. Et une fois à l'université, avec l'ensemble artistique et culturel des étudiants, nous avons combattu son système, nous avons combattu ce système-là. Puisqu'à l'université, nous faisons de la satire politique, et nous l'avons fait. Et puis, Mathieu Kérékou, à la conférence nationale, nous a surpris, parce que beaucoup de ses pairs et donc de ses partisans voulaient donc qu'un terme soit mis à la conférence nationale et que nous ne laisse pas faire ce qui était en train de se dessiner donc au PLM à Lédio. Mais le président Mathieu Kérékou a surpris donc très positivement le peuple, a reculé et nous avons eu droit à la démocratie. Et il est revenu donc avec son col Mao sous sa veste là et a joué le jeu. Nous avons été même premiers au niveau donc des libertés, donc de l'accès aux médias à travers le monde, devant la France. Devant la France. Donc je pense que de ce point de vue, il mérite respect. Alors, tout ce que je déplore, c'est que les abus qui ont pu avoir lieu donc, dans le système n'aient pas été suffisamment réparés. Il y a eu des gens qui ont été victimes du système, qui l'ont porté dans leur âme, dans leur peau, et donc ça a détruit des familles, vous voyez. Donc le fait qu'on n'ait pas suffisamment parlé de cette question-là et que l'on n'ait pas situé au moins les responsabilités avant de pardonner, je pense que ça donne un goût d'inachevé et qu'il va falloir penser. C'est le seul regret que j'ai par rapport au parcours de cet homme-là. Je pense qu'il a été à la tête d'un système-là qui a eu à commettre des abus, mais il a réparé. Je trouve qu'on devrait lui pardonner. Mais ceux qui ont été victimes de ce système-là, on devrait aussi essayer de voir de ce côté et voir comment apporter des réparations qu'il faut. Il se fait que le général Mathieu Kérékou nous a quittés à quelques mois de l'organisation des élections présidentielles de 2016, lorsqu'on sait qu'il était, puisqu'il avait connu toutes les périodes, en tout cas la période révolutionnaire, la démocratie, et juste après lui, il y a un autre président qui est arrivé, qui est en train de finir son deuxième mandat. Pensez-vous que sa disparition aura une certaine influence, d'une manière ou d'une autre, sur les échéances de 2016 ? En principe, si nous étions tous des personnes mues par ce pays et par le souci du collectif et de la paix vraiment que certains prônent, on devrait pouvoir s'inspirer donc de sa disparition pour savoir où s'arrêter et ne pas aller trop loin. Je pense que le message que nous donne le président Mathieu Kérékou, c'est qu'il faut préserver cette paix relative que nous avons et qu'il faut préserver la démocratie et l'alternance. Beaucoup ont souvent utilisé son nom et son image pour justifier l'injustifiable dans le pays. Je pense que Mathieu Kérékou, en disparaissant donc, à la veille des prochaines élections, devrait nous faire réfléchir. Et quand nous parlons de lui, nous parlons de démocratie et nous parlons de conférence nationale. Donc, ce que moi je vois, c'est la préservation des acquis. Et son héritage le plus marquant aujourd'hui, je pense, c'est la conférence nationale. Et quiconque voudra mettre le pied donc, dans cet héritage-là, je pense qu'il se trouvera en porte-à-faux avec la mémoire du général et devrait être combattu. Combattu également par Alternative Citoyenne et bien sûr Orden Aladati. Nous allons parler maintenant de votre actualité et de celle de votre parti. On vous a vu d'abord acteur de talent, on vous a connu membre de la société civile, puis on vous sait depuis quelques années maintenant, pratiquement 2 ans, acteur politique, homme politique. Est-ce que la transition entre ces 3 mondes est une transition aisée? Les 2 premiers mondes, il n'y a pas de difficulté, que je sache. Au fait, je suis passionné de théâtre.
Nous l'avons porté à un certain niveau. Mais comme je n'ai pas fait le choix d'être professionnel du théâtre et d'en vivre, il fallait marquer, parce que par une rupture, je suis resté toujours présent et jusqu'à aujourd'hui, donc dans la tête, proche du milieu du théâtre et du milieu de la culture. À partir d'un moment de la vie, il fallait choisir. Je me rappelle, c'est mon papa qui me disait, j'aime bien ce que tu fais quand tu es sur les planches, à la télé. Je suis bien fier de toi, mais est-ce que tu penses que ça suffit? À un moment de la vie, il fallait choisir, surtout dans les contextes comme le nôtre, où, donc, vous savez, s'engager donc, dans le domaine des arts, difficilement arriver à nourrir son homme. On a vu des personnes ici passer de vie à trépas pour défaut de comprimés de Nivaquine et tout ça. Quand on est dans un système pareil et qu'on a envie de vivre de son talent, et qu'on vous impose d'arpenter les rues des ministères avant de vous en sortir, naturellement, à partir d'un moment de votre vie, vous marquez un choix. Je n'ai pas choisi d'être professionnel du théâtre, et puis voilà, donc de ce point de vue, il n'y a pas eu de problème. Par rapport à la société civile, c'était de l'engagement militant, de l'engagement citoyen, ce que nous faisions à côté donc, de ce qui nourrissait notre famille. Donc de ce point de vue aussi, il n'y a pas eu grand choix, il n'y a pas eu de difficultés. Mais l'entrée à la vie politique nécessitait un peu de réflexion par contre. Vu ce qu'est le paysage et ce qu'a été le paysage politique chez nous depuis un peu fort longtemps et surtout au lendemain de la conférence nationale et l'avènement de la démocratie, la question s'est posée à nous de savoir s'il fallait vraiment s'engager en politique. Nous en avons discuté entre nous et le choix d'aller en politique s'est imposé. S'est imposé eu égard à la putréfaction dans laquelle nous étions. Nous avons publié un document à la fin de notre vie d'acteurs de la société civile que nous avons intitulé « On a touché le fond ». On a touché le fond, nous étions au fond, nous étions les derniers partout et du point de vue des libertés, c'était devenu intolérable. Nous avons estimé que l'abîme auquel le peuple et nous-mêmes faisions face appelait des réponses plus sérieuses et plus directes que notre implication au cœur de la société civile. Parce qu'au cœur de la société civile, vous êtes confiné donc dans une certaine neutralité, vous alertez, mais difficilement parfois les politiques vous suivent. Et eu égard à ce que était devenu notre pays, il fallait changer de stratégie et s'engager, aller au cœur des décisions. Et c'est ce que nous avons fait. Et nous ne sommes pas trompés. Nous ne sommes pas trompés. Depuis janvier 2014, nous sommes nés et nous avons impacté beaucoup de choses. Nous avons impacté beaucoup de choses parce que nous sommes entrés dans une société politique qui était un peu tétanisée, je sais pas, vous savez, le pouvoir, depuis 2006, a privé les partis politiques donc, des moyens de survie. Les partis politiques étaient devenus un peu comme tétanisés et le président de la République, depuis 2006, a travaillé à détruire les partis politiques de l'intérieur. Justement, dans ces conditions, quand vous créez un parti politique, ne vous mettez-vous pas en ligne de mire et également vous une cible, non? Non, mais ce n'était pas un problème. Nous étions toujours la cible. Donc, quand nous avions refusé de chanter, de danser, donc, pour le plaisir donc, du roi, c'était évident que nous étions déjà, depuis ce moment-là, la cible à abattre. Et puis donc l'engagement politique était une nouvelle stratégie pour mieux continuer notre combat. Je vous ai dit que la place politique était rangée et le président de la République a travaillé à fragiliser la classe politique. Et nous avons été un nouveau souffle pour la société politique. Vous savez, les événements qui ont eu lieu à la fin des années de l'année 2014 l'ont été avec une contribution de qualité du parti Alternative Citoyenne. Se voyez.
au niveau de la classe politique, on a remarqué, malgré l'objectif qui était commun, qu'il fallait freiner la dictature, surtout les forces démocratiques, mais il manquait quand même un petit lien. Les événements dont vous parlez, ce sont les marches que... Les marches, parce que en octobre... Les marches pour la démocratie. Les marches pour la démocratie. Pour la défense de la Constitution. Pour la défense de la Constitution, mais avant, on a dû nous unir pour dire non donc, à ces concours frauduleux qui ont été organisés. Vous avez vu qu'on a gazé, blessé les responsables des syndicats. Et si vous revoyez les images, vous allez voir que nous avions impacté un peu ces mouvements-là. Les maillots alternatifs citoyens étaient très visibles lors de cette marche-là. Il fallait soutenir les syndicats donc, dans cette quête-là pour la démocratie et donc du refus du non-droit et du refus de l'arbitraire dans notre pays. Donc nous avons fait cela. Ça a été quand même un sang nouveau que nous avons apporté et c'était nécessaire à ce moment essentiel de notre histoire politique. C'était nécessaire à ce moment précis de votre histoire politique. Vous indiquiez que votre passage à l'animation de la vie politique s'était posé à vous, Orden Aladati, Hubert Megbedi, Joseph Djogbeni et bien d'autres, bien carrément à toute la société civile, parce que ce n'est pas toute la société civile qui a basculé, en tout cas du côté de la vie politique. Ce fait également que la plupart de ceux qui sont dans Alternative Citoyenne, c'est des gens que le peuple, l'opinion nationale avait perçu comme les têtes de proue de l'animation de la société civile. Oui, mais vous le dites maintenant. Et c'est dommage qu'on puisse dire vraiment les choses de façon aussi claire que quand on n'est plus au cœur des choses. Quand nous étions au cœur de la société civile, sur les plateaux de télé, il n'était pas rare de voir certains nous comparer aux partis politiques, surtout de l'opposition. Aujourd'hui, tout le monde dit pourquoi nous avons déserté ce forum-là. Maintenant est venu le moment de s'asseoir et on se rend compte que les faits c'était utile. Non, nous avons alerté. Je me rappelle, j'ai dit sur un plateau de télévision au lendemain donc du chaos malheureux donc de 2011, j'ai dit au moment où nous étions attaqués de toutes parts, parce que ce combat que nous faisions ne peut pas ne pas avoir donc c'était un combat politique. Quoiqu'étant au cœur de la société civile, ce combat pour dire non aux abus, ce combat pour les libertés, ce combat pour la démocratie, c'est absolument un combat politique. Mais ce n'était pas un combat partisan. Nous le faisons donc pour ce pays et pour ce que nous avons toujours défendu. Mais c'était mal perçu et le pouvoir a voulu instrumentaliser donc notre action donc, dans ce combat-là pour nous assimiler au parti de l'opposition. Ça a été fortement dit. À partir d'un moment donné, il fallait marquer une rupture de ce point de vue, puisque la neutralité qui nous était imposée du point de vue de nos principes au cœur de la société civile ne nous permettait plus d'aller plus loin dans le combat qui était le nôtre. Et donc, il ne fallait pas nous réfugier derrière la société civile et ne pas faire ce qui était de notre devoir. Et je pense que nous avons pris notre destin en main et les résultats sont là et que vous appréciez tous les jours. Oui, justement, à partir du moment où vous quittez la société civile pour rejoindre, pour créer un parti politique, vous avez quand même laissé des gens dans la société civile derrière vous qui continuent de tenir la flamme de la veille citoyenne. Mais aujourd'hui, naturellement, dès lors qu'on a vu des gens migrer de cette société civile vers la politique, votre choix n'a-t-il pas contribué à discréditer les prises d'opposition de ceux qui sont encore dans la société civile aujourd'hui, en supposant que demain ou un peu plus tard, ils vont également se retrouver en politique? Non, qu'ils se retrouvent demain en politique n'est pas le problème. Je pense que vous êtes d'accord avec moi que cette frontière que l'on met entre société civile et société politique là ne devrait pas être. Je trouve que un homme naît, grandit, évolue. Vous savez, c'est des choix et des stratégies qui s'imposent compte tenu du contexte donc de chacun. Ce qui n'est pas tolérable, c'est le conflit d'intérêts. C'est-à-dire que je suis membre de la société civile, par exemple, je participe au monitoring des élections, je participe à la veille des élections, et puis le lendemain, on me voit prendre un poste important donc, dans un gouvernement. Ça crée des problèmes de conflit. Et donc c'est une question de sincérité et quand on est acteur de la société civile.
mais il n'y a pas de frontières étanches. Vous êtes journaliste aujourd'hui, vous êtes astreint aux règles de déontologie, mais demain, vous pouvez créer un parti politique. L'essentiel, c'est que le choix soit clair. Moi, j'ai toujours dit, au moment où j'étais au cœur de la société civile, que le jour où je sentirais qu'il fallait changer nécessairement pour faire l'épanouissement de mes vues et de le combat qui a toujours été le mien. Et je le dirai à la face du monde. À travers une conférence de presse, je l'annoncerai pour que les choix soient très clairs. C'est quand ce n'est pas clair et vous naviguez au cœur de la société civile et que vous acceptez des choix qui compromettent, c'est ça qui est le plus dangereux. Nous avons laissé, moi j'ai été président de WANEP, du réseau ouest africain pour l'édification de la paix. Alors aujourd'hui, il y a une brave dame qui dirige ce réseau et je ne pense pas que cette dame-là, Fatoumata Batokor, soit sous le dictat de mon parti. Non, cette dame-là, vous la voyez, elle est sur le WANEP continue donc de sortir des déclarations et vous avez vu les gens de Social Watch. Mais naturellement, nous n'avons pas les mêmes expertises des choses, mais c'est une histoire de parcours de chacun. Nous l'avons commencé depuis l'université, je vous l'ai dit. C'est ce savoir-faire-là que nous avons monnayé au service de nos populations. Les autres, ils sont en train de grandir, ils apprennent. Et l'essentiel, c'est que nous avons laissé. Vous parlez de Yubé Amegbeji. Le Centre Africa Obota existe toujours. Le Centre Africa Obota n'a pas commencé avec Yubé Amegbeji. Avant lui, il y a des gens qui ont fait le centre et plus certains ont basculé en politique et d'autres non. Ainsi va la vie. Demain, si le devoir vous appelle, vous, journalistes, vous pouvez vous engager en politique. Il ne faut pas faire de frontières étanches et dire non quand on a été société civile. Non, personne n'a jamais payé personne pour être éternellement société civile ou politique. Nous sommes des hommes, nous sommes des Béninois, nous sommes des citoyens et quand le combat vous appelle, vous faites. L'essentiel, c'est d'avoir la clarification qu'il faut pour ne pas créer de l'amalgame. Ce que vous avez laissé dans la société civile, il y a un certain nombre, vous avez dit, Centre Africa Obota, ça fonctionne toujours, le WANEP, l'ONG Alcred de Mathias Sogba. La façon dont ces acteurs-là, vos anciens collègues, animent aujourd'hui la vie au sein de la société civile, est-ce que cela répond-elle à vos aspirations en tant qu'acteur politique aujourd'hui? J'ai pas encore eu des biais très graves. Vous savez, ça dépend du parcours de chacun. Nous étions au cœur de la société civile, mais parmi tous ceux que je cite là, il y a beaucoup qui sont des experts en matière électorale. Et c'est de ça qu'ils vivaient, qu'ils vivent beaucoup, en vivent d'ailleurs. Et c'est ce savoir-faire que nous avons mis au cœur de la société civile. Vous savez, la société civile, c'est sa mission, 3 missions essentielles. Il y a une mission de service public que vous pouvez faire, donc vous pouvez créer une société de ramassage d'ordures, vous pouvez vous investir dans la lutte contre le sida, contre le paludisme et autres. Donc dans ce rôle-là, vous êtes obligé de composer avec le gouvernement. Comment vous pouvez être donc dans les sociétés de collecte d'ordures à Cotonou sans avoir des contrats avec la mairie, sans être sous l'autorité de la mairie? Donc ce rôle de service-là, en principe, n'est pas antinomique avec les choix du gouvernement et avec les choix des gouvernements, qu'ils soient locaux ou au gouvernement central. Mais il y a un autre rôle donc d'impact sur l'élaboration et donc le suivi des politiques. Et c'est par rapport à cela que nous sommes souvent en conflit avec les gouvernants. Parce que quand il y a la politique du sida, la politique du paludisme, la politique de l'environnement et les questions électorales au Bénin, à partir de cet instant, vous, dans ce rôle de contrôle et d'influence sur l'élaboration des politiques, si vous voulez jouer vraiment le rôle, vous êtes souvent en conflit avec les décideurs. Et ça, on ne nous a pas souvent compris par rapport à ça. C'est vrai que la société civile, certains se complaisent donc dans le rôle de prestation de services tout court et ne prennent pas la dimension de ce qui est l'influence sur les politiques et le suivi des politiques. Et de ce point de vue, je dis, ça dépend du parcours de chacun, des choix de chacun et puis surtout de l'expertise et de l'expérience de chacun. Ce que vous me demandez là, c'est sur le terrain électoral. Tout le monde n'a pas les mêmes capacités en matière de suivi et de monitoring des élections. On va le faire, vous allez voir, quand ceci était là, c'était un peu plus percutant, mais ça va se régler.
Les compétences, il y en a partout et je pense qu'ils arrivent à tenir la maison quand même. On l'a indiqué, le parti Alternative Citoyenne a été mis sur pied, en tout cas mis sur les fonds baptismaux en janvier 2014 et quelques mois après seulement. Vous avez vu, vous, et aux côtés de vos collègues, participer aux 2 derniers rendez-vous électoraux, les législatifs et les communales, sous la bannière de l'Union fait la nation. 3 questions à ce niveau. La première, pourquoi avoir choisi d'aller à ces élections sous une autre bannière? Bon, nous avons d'abord décidé d'aller et de participer à toutes les élections. Les élections locales, les élections communales et municipales, les élections législatives et les élections présidentielles. C'est ce que nous avons annoncé. Puis à les élections, nous étions en plein processus de construction de notre parti. C'est-à-dire que le choix premier avait été de ne pas participer aux élections, surtout locales et communales. Parce que, qu'ils vous souviennent, les élections devraient avoir lieu jusqu'au lendemain de la création de notre parti. C'était juste donc que nous avons créé le parti et quelques 2 mois après, on devrait aller aux élections. Alors, ce qui n'était pas évident. Nous venons de créer un parti, donc le processus de construction du parti n'était pas du tout avancé et on ne pouvait pas prendre ce risque. C'est quand les élections étaient reportées sine die qu'après nous avons reconsidéré notre position. Parce que les élections au niveau des communales ont été reportées sine die, alors donc on a cédé pourquoi pas. Je reprends, quand on a créé notre parti en janvier 2014, les élections locales et municipales devraient avoir lieu 2 mois après. Tout à fait. Et ça, par rapport à ces élections, nous n'étions pas prêts à y participer. Nous étions en train de nous projeter par rapport aux législatives et aux présidentielles. Et quand on a reporté cette première série d'élections sine die, après on s'est dit pourquoi pas. Alors quand on a fini de dire ça, nous avons été confrontés à 2 problèmes. Le premier problème est un problème politique. Parce que l'adversaire du moment, qui est ce système-là duquel nous sortons, a menacé dans un contexte de révision opportuniste de la Constitution, donc d'envoyer un wagon de députés au Parlement et de parvenir à ses fins, malgré l'opposition donc du peuple. Alors, par rapport à cela, il fallait réfléchir et y apporter une réponse adéquate, en faisant en sorte de ne pas émietter les voix et de réunir les forces démocratiques autour d'un projet qui puisse limiter et contenir les assauts donc, du pouvoir FCBE. Ça, c'était la logique politique. Ça veut dire que nous, quand on fait l'état des lieux au niveau de notre implantation sur le territoire national, nous avions eu 3 pôles essentiels pour les élections. Nous avions d'abord Cotonou, nous avions Abomey, nous avions Parakou. Des entités dans lesquelles nous avions le processus donc de construction de notre parti, en ce moment-là, étaient les plus avancés. À partir de cet instant, quand vous évaluez les forces en présence, nous sommes une force, nous avons toujours lutté aux côtés d'un certain nombre. Nous avons en temps créé la plateforme des forces démocratiques. Et c'est avec des personnes que nous avons lutté au cœur de cette plateforme. À partir de cet instant-là, il fallait reconsidérer les choses et c'est de nouveaux partenariats qui se sont tissés à partir donc de cette plateforme-là qui sont imposés au cœur des élections. Après, dans la plateforme, il y avait plein de partis, il y avait le PRD, il y avait l'Union fait la nation et d'autres. Les questions de stratégie à partir de cet instant devraient s'imposer. Le PRD, c'est à partir d'Akpakpa jusqu'à dans la vallée, vous avez vu ce que le PRD représente. Nous, on devait se représenter dans la 16e circonscription. Fallait-il venir dans la 16e circonscription, venir s'opposer à nos partenaires de l'Union fait la nation, venir s'opposer à notre partenaire... À l'époque, est-ce que vous étiez déjà partenaire en ce moment-là? Au cœur de la plateforme, oui. Nous étions déjà partenaires au cœur de la plateforme en la fin de l'année 2014. Et c'est ensemble que nous avions fait les combats que vous avez vus aux côtés des syndicats et aux côtés de beaucoup d'autres forces. Les marches qui ont eu lieu les 10 et 11 décembre 2014 à Porto Novo et puis à Cotonou à la suite, c'est ensemble avec l'Union fait la nation, le PRD et la RB que nous avions fait cette marche-là. À partir de cet instant, vous regardez donc au cœur donc, des forces avec lesquelles vous avez composé et puis vous faites les meilleurs choix. Ces forces-là, on pouvait faire avec le PRD, on pouvait faire avec l'Union fait la nation. En ce moment, au niveau de la RB avait encore un ministre au gouvernement et c'était clair pour nous qu'il ne fallait pas faire avec la RB. Nous avons discuté avec la RB, nous avons estimé que la RB devrait pouvoir clarifier sa position.
Alors, entre le PRD et la RB, qui sont des partenaires, qui sont des amis, il fallait stratégiquement choisir. Nous sommes allés vers le côté de l'Union. Vous avez eu un député de votre camp a été élu. Nous avons eu un député. Maître Joseph Djogbenou. Maître Joseph Djogbenou. Après, lorsque vous avez participé aux élections municipales, est-ce que le résultat était le même? On a observé un écart. On a observé un écart parce qu'il faut... Comment vous l'expliquez? Non, on l'explique. Tout d'abord, il y a eu un écart, mais qui était quand même une victoire. Hein, parce que la coalition électorale, je précise, l'Alternative citoyenne n'est pas membre de l'Union fait la nation. Il faut que ce soit très clair. Nous avons participé à une coalition électorale qui a porté le nom. Qui a porté le nom de l'Union. D'accord. Puisque, donc, quand vous avez une troupe pour aller au combat, il faut évaluer les forces. Je trouve que le contenant était très bien. Et puis, c'était le parti qui a été le plus constant dans l'opposition. Donc, dans le groupe que nous étions. Le groupe que nous étions, c'était composé de quoi? C'était composé de Alternatives citoyennes. C'était composé donc de Restaurer l'espoir, présidé par Candidat Zanaï. C'était composé de l'UDBN, présidé par l'honorable Prudencio. Et c'était composé du parti PEB, du député Parfait Ouahi. D'accord? Et naturellement, l'Union fait la nation en tant qu'alliance politique. Alors, quand on voit donc dans ce collège de partis, de ces 5 partis, le parti qui était le plus enraciné donc, dans le combat qui était le nôtre depuis longtemps, c'était l'Union fait la nation. Il ne fallait pas prendre le risque donc, de perdre ce qu'est l'Union. Et c'est une certaine union aussi, ce que nous avons fait. Et donc, nous avons décidé de partir sous le couvert. Sinon, vous avez vu la RB dit RB-RP. On aurait pu dire Union fait la nation avec en bas PEB, IDBN, AC, tout ça. On s'est dit, mais pourquoi nous allons avec l'Union fait la nation? Après cette coalition politique, quelle relation entretenez-vous avec l'Union fait la nation aujourd'hui? Oui, nous entretenons le dialogue avec l'Union fait la nation. Après les élections, vous nous avez vu à Popo Beach, à Goé. Oui, justement, on a parlé d'un accord de partenariat pour la législature qui a commencé, mais on n'a pas vu, justement, au niveau du Parlement, une réelle union entre les élus de l'Union fait la nation et les élus du parti, du moins de l'Union fait la nation en tant qu'alliance, et aujourd'hui les autres. Quel acte politique vous fait dire qu'il n'y a pas d'union? Je pense que ceux qui sont restés ensemble au Parlement demeurent ensemble. On voit les positionnements pour la prochaine présidentielle qui sont quand même... Non, c'est 2 choses différentes. Vous avez parlé du Parlement et vous avez parlé des présidentielles. Au niveau du Parlement, moi, je n'ai pas date qui prouve que la fichue est entrée dans ce camp. Nous continuons de discuter, nous continuons d'être ensemble pour les choix stratégiques qui se posent au profit donc, de ce peuple-là au Parlement. Et je pense que de ce point de vue, les choses fonctionnent normalement de mon observatoire. D'accord? Mais les présidentielles sont que nous sommes un ensemble de partis. Et par rapport à ça, l'idéal aurait été qu'on aille dans le même sens. Mais ça a un cheminement. Il faut un parcours pour ça. Nous y sommes. Ce n'est pas encore totalement gâté. Alors, les élus d'Alternatives citoyennes et de l'Union fait la nation en général, à l'occasion de la constitution du conseil communal de Cotonou, ont opté pour la politique de la chaise vide. Donc, à l'occasion de l'installation de ce conseil, quelle est la posture des élus d'Alternatives citoyennes, ou en tout cas aujourd'hui dans le conseil municipal? Est-ce que c'est une posture d'opposition vis-à-vis de ceux qui dirigent le conseil? Par rapport au conseil municipal, on saurait parler d'élus Alternatives citoyennes. Il y a les élus UN. Ils sont 10. J'ai l'honneur d'être très proche de ces élus-là. Et ils forment un groupe homogène. Ils ont mis en place une petite association donc, des élus UN. Et nous sommes en discussion constante avec les élus PRD. Vous étiez dans la salle quand, lors de l'installation, nous avons été obligés de nous retirer. Les raisons sont simples, ça n'a pas été très bien compris à l'occasion. Ce qui s'est passé simplement, c'est quoi? Nous sommes 10 élus UN, 13 élus PRD. Le préfet du département, qui devrait inviter les élus au fin de leur installation, a convoqué nommément un certain nombre de personnes. Il se fait que dans le rang de l'UN, par exemple, nous avons l'honorable Djogbenou, qui avait fait déjà le choix en ce moment-là, compte tenu des responsabilités qui étaient devenues
donc les siennes au Parlement, de renoncer à ce poste-là au profit de son suppléant. D'accord, Roch David Nyaoui. Quand vous prenez l'honorable Azanaï, il y avait sa suppléante déjà qui était prête à siéger. Mais il s'est fait que le préfet a invité nommément les titulaires sans référence aux suppléants. Moi par exemple, j'avais la lettre de renoncement du professeur Diogbenou en main, que le représentant du préfet a refusé de prendre. Vous étiez dans la salle. À partir de cet instant, il y a un autre élément de droit auquel nous avons été confrontés par rapport aux parlementaires. Il y a une disposition, je ne sais plus l'article 393, je ne sais plus la disposition, qui dit que tout député en fonction qui accepte un mandat, un autre mandat concurrent, est démis d'office de son poste de député. Cela voudrait dire en français facile que M. Diogbenou, candidat à Zanaï, l'honorable Akotegnon, président de la commission des finances, Tout à fait. en acceptant de se faire installer pour nous, c'est accepter une fonction concurrente. Donc, ils encouraient tous le risque d'être démis d'office par le bureau du Parlement, si on devrait appliquer les tests. Et mais M. Diogbenou, c'est un oiseau de droit, il y a plein de juristes parmi nous. On ne peut pas donc voir ce genre de disposition et prendre le risque d'aller se faire installer. Nous avons voulu donc que ce soit donc les suppléants qui furent installés, mais le préfet ne les a pas convoqués. Ils sont au moins 5 dans ce cas d'espèce. Alors, M. Diogbenou qui ne siège pas, qui ne vient pas à l'installation, candidat Zanaï qui ne vient pas à l'installation, Akotegnon qui ne vient pas à l'installation, Aguemon qui ne vient pas à l'installation, et j'en passe. Alors qu'on sait qu'au terme de l'installation, se profile des élections, on ne pourrait pas le faire. C'est pour ça que nous sommes sortis. On vous a accusé d'avoir décidé de faire cette politique de la chaise vide, notamment parce que je vous explique d'avance. ce qui s'est passé. Et vous êtes des personnes intelligentes. Regardez si cette explication-là n'est pas convaincante. Et c'est ça le débat. Ce dont on nous accuse, c'est de la politique, ce n'est pas un problème, c'est de la bonne guerre. Mais je vous ai dit pourquoi nous sommes sortis. Et c'est à vous d'apprécier pourquoi nous sommes sortis. Et si ça ne vous convainc pas du point de vue du sens, nous pouvons en discuter. On va poursuivre. Au final, la position de l'Union fait la Nation au sein du conseil municipal aujourd'hui est-elle une position d'opposition vis-à-vis de ceux qui dirigent le conseil aujourd'hui? L'Union fait la Nation ne participe pas encore à la gestion de la ville. Parce que nous avons un contentieux en cours devant la Cour suprême qui n'est pas vidé. Eu égard à ce que je vous ai dit et eu égard à d'autres choses. Par exemple, le conseil communal qui a élu le maire et ses adjoints et les chefs d'arrondissement l'a été sans que le quorum ne soit atteint, par exemple. C'est tout un débat qu'on ne va pas nous apaisantir sur ça. C'est un contentieux qui est en cours. Mais les élus UN et PRD ont siégé la fois dernière. On l'a vu. Parce que la situation était urgente. Il s'agit de la concession à un privé d'un domaine de l'abattoir, un domaine public. Et donc, les élus UN ne pouvaient pas ne pas aller et laisser valider une telle chose. Ils sont allés et je pense que ce que voulait faire le maire n'a pas pu prospérer. Je pense que les élus eux-mêmes pourront davantage vous expliquer cela. On va poursuivre avec vous, Orden Aladatin. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous suivez Dimanche Politique. Nous sommes en direct sur Diaspora FM 102.3. Actualité toute récente avec vous, c'est la déclaration de candidature de M. Martin Rodriguez pour la présidentielle, la prochaine présidentielle. Qu'est-ce que cette nouvelle vous inspire, vous, acteur politique? Rien du tout. Rien.
c'est un candidat de plus quand même dans la course et un candidat qui se présente contre votre candidat. Non, pas contre notre candidat. Ça dépend de ce que chacun apporte. Mon candidat apporte des choses précises. Si vous permettez, on va en parler. Mais l'essentiel, c'est prévu. Qu'est-ce que Martin Rodriguez apporte? C'est ça qui est question. Il ne s'agit pas de se déclarer candidat. Qu'est-ce que chacun apporte? C'est ça le débat pour moi. Pensez-vous que Martin Rodriguez se déclare candidat parce que vous, votre candidat est sur la ligne de la Ah, liste mais de ce départ? serait dommage qu'un projet de société soit parce que l'autre a été candidat. Ah, si c'était le cas, je trouve que l'opinion publique appréciera. Ce serait très dommage que quelqu'un se présente juste parce qu'un autre a un projet précis pour son pays. Pour vous, ses compatriotes. Sa candidature ne vous dit rien? Rien du tout. Il est béninois, bon, donc il est candidat. Voilà. Il n'a même pas besoin de s'apaisantir là-dessus. Alternative citoyenne, à un moment donné, avait un candidat pour la présidentielle, 2006 en l'occurrence, le professeur Joseph Fifamin, Djokbenou, puisqu'il y a eu des désistements de ce dernier en faveur de l'opérateur économique Patrice Talon, dès lors par l'intention, dès lors que l'intention de candidature de ce dernier a été rendue publique. Pourquoi ce revirement? Ah ouais, c'est le contexte du pays qui l'a imposé. Je vous ai dit pourquoi notre mutation vers la société politique s'est imposée à un moment de l'histoire politique de notre vie. Et ce renoncement, ce recul-là s'est imposé à nous. Quels sont les indices? Je vais vous dire terre à terre. Voilà la déconfiture dans laquelle nous sommes, socialement, économiquement et politiquement. Les institutions de la République sont sous boisseau. Économiquement, nous sommes à terre. L'image du pays est totalement dans la stratosphère parce que quand nous avons écrit que nous avons touché le fond, c'est les chimistes qui nous ont dit non, en dehors du fond, il y a autre chose, on peut aller plus loin. Et le plus loin que le fond, c'est la stratosphère. L'image du pays est dans la stratosphère. Dans ce contexte, ceux qui nous ont mis dans cette condition reviennent et menacent de perpétrer donc l'imposture. Nous ne pouvons pas observer sans réagir cette menace-là. De qui parlez-vous? Je parle des FCBE et de leurs chefs. Je parle des FCBE et de leurs chefs qui menacent de perpétuer ce règne dans lequel vous avez un ministre nommé qui va danser et qui va chanter le lendemain. Ce système dans lequel la télévision publique est devenue une télévision gouvernementale. Ce système dans lequel on fait un concours et deux individus sont déclarés admis pour des concours qui ont eu lieu donc à la même heure. Ce système-là ne peut pas continuer. Mais ceux qui ont été donc au cœur de ce système, plutôt que de faire leur mea culpa, menacent d'imposer ce système-là. Pourquoi parler de menace? Est-ce que le parti Force Corée.BN émergent, ou du moins la coalition Force Corée.BN émergent, n'a pas le droit d'avoir envie de voir ce succéder? Mais quand on a ce bilan, quand on a ce bilan, il faut adopter le profil bas. Quand on a ce bilan que je viens de décrire, vous êtes des Béninois, quoi qu'étant des journalistes. Quand on a ce bilan, il faut un peu plus d'humilité. Avez-vous déjà vu quelque part un dirigeant arriver au bout de son mandat dire mon bilan est négatif et donc ce n'est même pas cela. Ce n'est pas de ça que je parle. C'est surtout les méthodes. C'est surtout les méthodes utilisées qui ne sont pas acceptables en démocratie. Vous avez vu un ministre, un ancien ministre, faire un congrès de son parti parler. Le lendemain, tous ceux qui l'ont été nommés ont été mis en rade leur poste de responsabilité. Voilà comment nous sommes gouvernés. Et je dis que ça ne peut pas continuer ce genre de système, politiquement pour nous. C'est pour ça que inacceptable. À partir désisté. de cet instant, il fallait que les forces démocratiques fassent un sursaut. Je vous ai parlé de ceux qui ont fait les différentes luttes depuis. Je vous ai parlé de cette plateforme-là. Donc, il y a deux axes. Il y a ceux qui pensent qu'après nous, c'est bon, et ceux qui pensent le contraire. Et c'est par rapport à cela que moi, je me définis. Chacun qui parle dans la cité aujourd'hui doit se définir. Vous êtes dans un camp. Dans quel camp vous êtes? Est-ce que ce système-là, eu égard à son bilan, doit se succéder à lui-même? Chacun doit pouvoir se déterminer par rapport à ça. Et ceux qui vont répondre non par rapport à cette question,
ils deviennent intéressants pour moi dans l'analyse. Quand on aura répondu non, après, comment on fait pour que, après, nous ne soient pas nous? Surtout que ces personnes-là ont amassé un trésor de guerre, l'argent public. Et si vous voulez en douter, je vais vous citer un passage d'une déclaration du président du FRAPP, qui lui-même a été ministre dans ce gouvernement, qui plus est parent allié au chef de l'État, qui dit que dans ce système-là, tout est devenu gré à gré, que certains individus se sont enrichis très vite, très tôt, et se comportent de façon arrogante. Ce n'est pas la précision des mots, mais c'est à peu près. Oui, mais est-ce que ce n'est pas à chaque fois qu'on quitte le gouvernement, la façon de jeter... Peu importe, nous sommes des Béninois, et ça là, nous l'avons dit nous avant. Quand ça vient après de quelqu'un qui est au cœur du système, ce n'est pas donc une déclaration isolée. D'autant que nous l'avons remarqué, nous l'avons toujours dénoncé. Est-ce que vous voyez? Donc, un trésor de guerre a été amassé pour être mis au service donc de cet objectif politique. Et en face, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le silence. Nous sommes à 4 mois. Nous disons qu'en face, il faut opposer une réplique structurée et une réplique de taille. Et Maître Diogoueno ne constituait pas cette réplique de taille que vous auriez voulu? Je vais vous poser une question. Nous avons le projet. Nous avons proposé Maître Diogoueno. Mais nous sommes au cœur d'une dynamique. Maître Diogoueno n'aurait jamais pu être élu sans l'appui des autres. Maintenant, les autres étaient prêts pour que ce fût Maître Diogoueno qui porte ce projet. C'est la véritable question et vous êtes des journalistes. À partir donc d'un certain nombre de situations, il faut évaluer les choses et faire des replis stratégiques. Et proposer une réponse à la hauteur de l'affront qui se prépare. C'est ce que nous avons fait. Aujourd'hui, ne craignez-vous pas que ce renoncement joue en définitive contre la crédibilité de Alternative Citoyenne? Parce qu'après, ça dépend de la cause. Les analyses se font à des dimensions données. Vous nous donnerez raison demain. C'est un risque que nous avons pris. Au prix de l'incompréhension. Mais nous essayons de nous expliquer. Mais il faut nous comprendre par rapport à ce qui se fait. Nous avons dit que dans le contexte actuel, il ne sert à rien de fragmenter les forces démocratiques. Et quand vous appelez à cela, c'est au prix du prix fort. Nous avons mis dans la caillotte le renoncement pour servir d'exemple à ce ralliement que nous appelons de toutes nos forces. Et vous avez choisi justement le candidat Patrice Guillaume Athanase Talon. Pendant que vous étiez dans la société civile, vous avez milité dans le mouvement Mercredi Rouge. À cette époque, le gouvernement vous accusait d'être instrumentalisé justement par Patrice Talon. Votre positionnement aujourd'hui, votre choix de soutenir Patrice Talon ne donne-t-il pas raison au chef de l'État? Pas du tout. Nous sommes des citoyens. Et puis parmi nous, il y a des gens qui connaissent Patrice Talon depuis leur naissance. Parce que dit le chef de l'État là. Parce que si la proximité avec Patrice Talon devrait être un problème, lui, le chef de l'État 2006 là, qu'est-ce qu'il a payé pour cette proximité? Il a utilisé. Moi, je pose cette question-là au chef de l'État et au tirefiraire du régime. Le problème n'est pas là. Vous avez vu un de nos détracteurs sur une des chaînes, sur la radio, dire que pour Mercredi Rouge et les marches qu'on a eu à faire, que lui l'a cotisé. C'est moi qui ai géré la cotisation des partis politiques qui se sont engagés dans la plateforme. C'est moi à qui on a donné les contributions de chaque composante. Et des individus, des personnes physiques ont cotisé. Jacques Ayadji a cotisé pour qu'on organise les marches. Et pourtant, Yaïboni a dit que c'était Patrice Talon qui finançait le tout. Le lendemain, on a instrumentalisé des gens à coups de millions et tout ça là pour organiser des marches concurrentes. Je vous dis ici que pour les marches de décembre 2014, toutes les dynamiques en ligne sont cotisées et que c'est moi, Orden Aladati, qui ai géré ces fonds-là. Et Jacques Ayadji, qui est un détracteur de notre projet politique aujourd'hui, ne peut pas me démentir. Appelez-le.
On va l'appeler, il va s'exprimer sur Il a déjà dit sur Soleil FM que lui l'a cotisé. Orden, parlons à présent des affaires judiciaires brandies contre votre candidat, M. Patrice Talon. Vous le savez, vous avez lu le relevé du Conseil des ministres. Le gouvernement béninois a ressorti ces derniers jours une longue liste d'affaires, même des affaires qui datent de 1994, dans lesquelles serait impliqué Patrice Talon et qui pourraient justifier de nouvelles poursuites judiciaires contre l'homme d'affaires. Que dites-vous de cette situation en tant qu'un proche de Patrice Talon? C'est un non-sens. Vous le savez. Des affaires de 2000, je ne sais pas combien. D'accord? Des affaires, pour la plupart, vidées déjà en droit. Nous savons que c'est notre candidat qui est visé. Mais cela dit, il n'est pas le seul, non? Que la justice fasse son travail. Et on verra. Quelle est la motivation, selon vous? La motivation, c'est empêcher un homme d'être candidat. Depuis qu'il a annoncé qu'il pourrait être candidat, vous avez vu les gesticulations. C'est parce que le président Yahi Boni a déjà fait son plan. Et Patrice Talon vient de jouer ce plan-là. Pour le bonheur des Béninois. Est-ce que vous nierez que Patrice Talon avait quand même quitté le Bénin en 2012, en décembre 2012, si j'ai bonne mémoire, pour justement échapper à une de ces affaires dans laquelle la justice voulait, ou du moins la police voulait l'arrêter? Non. Mais justement, on a interpellé Patrice Talon. Et pour les Béninois qui ne savent pas, et qui parlent de Maître Djokbenou, de Patrice Talon, et parlent de ceux qui ne savent pas, jusqu'au jour où Patrice Talon a été interpellé, Maître Djokbenou ne le connaissait pas. Et Maître Djokbenou n'était pas son avocat. Donc, orphelin, avocat de l'orphelin de la mère, on a alerté Maître Djokbenou à Parakou, qui était en mission d'enseignant à Parakou, qu'un patriote, opérateur économique, était interpellé de cette façon-là. Il est descendu directement de Parakou pour le commissariat central. C'est pour la petite parenthèse, pour ceux qui ne savent pas et qui pensent que tout est compromission et que tout est compromission dans la vie. Parce que des personnes n'ont appris qu'à faire des compromissions, vous voyez. Alors, on a interpellé pour une affaire qui n'a pas de sens. La preuve est qu'il a été au tribunal, mais on l'a relâché, non? C'est ça un état de droit. À partir de cet instant, c'était terminé. Mais vous avez compris que donc la persécution par rapport à l'homme ne date pas donc de cette fameuse affaire d'empoisonnement. Quand ça n'a pas prospéré en droit, il fallait chercher autre chose. Et Patrice Talon n'est pas n'importe qui. Quand donc il a été interpellé, vous l'avez suivi sur RFI, que le chef de l'État lui a demandé de l'aider à réviser la Constitution que lui s'est opposée. Les persécutions ont commencé. Et c'est ça que le Béninois doit retenir. Ce monsieur est un patriote. Vous avez parlé, annoncé le Congo. S'il y avait des Patrice Talon au Congo, ce qui est arrivé au Congo, ce n'est pas démocratique, le Congo, République du Congo, ne serait pas arrivé. On en parlera en fin parce d'émission. Que le Congo et le Cameroun et ces pays-là n'ont pas des Patrice Talon, qui se contentent simplement de leur affaire pour vendre leur peuple. Et c'est ça qui est important pour nous. Avez-vous peur aujourd'hui que Patrice Talon, notamment, qui ne soit pas autorisé à postuler aux élections de 2016? Non, pas du tout. Nous sommes un état de droit. On a réveillé des dossiers qui ne valent pas la peine, je vous dis. C'est un non-événement. Il y a de la gesticulation. Nous sommes sereins par rapport à ça. Mais les Béninois l'ont déjà dit. La fois dernière, il y a eu un petit incident à l'ENIAM où les gens sont alertés, on veut arrêter Patrice Talon. Ce que nous avons désamorcé, nous savons. Nous savons ce que nous avons désamorcé. Donc, quand les gens, nous sommes un pays de paix, vous avez parlé de l'héritage de Kérékou, qu'on laisse les choses se faire. Candidature s'annonce, nous irons aux élections, et ceux qui prônent, qui sont des hommes de paix, quand Patrice Talon a annoncé sa candidature, on dit qu'il veut se venger. Aujourd'hui, c'est quoi la vengeance? Et dans quel camp se situe la vengeance? On ne peut pas utiliser les attributs de l'État pour persécuter un individu à ce point. Je pense que les populations qui nous regardent sauront faire arrêter ça lorsque les personnes
vont franchir le pas qu'il ne faut pas. Mais justement, peut-être que ce pas-là sera franchi. Il ne sera pas franchi. Je pense qu'au nom de la paix, ce pas ne sera pas franchi. Et justement, vous parlez de paix, vous avez parlé à un instant de désamorcer quelque chose. Est-ce qu'il pèse des risques sur la paix et sur la sécurité dans le pays au cas où ce pas-là serait franchi? Non. Je pense que tout pouvoir finissant qui veut s'agripper au pouvoir porte sous ses ongles les germes de l'instabilité sociale. Et je pense que le pouvoir finissant va prendre la mesure des choses et tout organiser dans la paix. Vous avez vu comment Patrice Talon est rentré au pays? Tout le monde a dit non, ce serait une menace, il est ceci, il est ceci. Il est rentré incognito. Et pourtant, nous, nos militants alternatifs citoyens, étaient prêts pour aller l'accueillir. Et pourtant, plein de Béninois étaient prêts. Nous étions persécutés pour l'organisation de son arrivée. Est-il vrai que ce retour tranquille, ce retour pratiquement en catimini lui aurait été conseillé par les chefs d'État de la sous-région qu'il avait rencontrés? Je ne suis pas dans les secrets de Dieu. Je sais que ce monsieur est un homme de paix et n'a pas voulu en rajouter à la psychose qu'il y avait dans le pays. Ça, je le sais. Mais sous le conseil de qui ça a été dicté, tout ça, je ne suis pas dans les secrets de Dieu, je n'en sais rien du tout. Orden Aladatin, lors de sa première sortie télévisuelle, médiatique, il a dit qu'il veut rassembler. Aujourd'hui, il est sur le territoire, il est au Bénin, sur la terre de ses aïeux. Aujourd'hui, est-ce le rassemblement a droit de cité? Non, c'est-à-dire qu'il est en discussion avec la classe politique. Est-ce qu'il y a des états-majors politiques qui vous ont déjà donné le quitus pour les prochaines présidentielles? Moi, je suis ici et vous avez dit que je suis avec Patrice Talon. C'est pas un état-major politique, ça? Non. C'est un état-major politique, non? Non. À part vous. Je pense que le candidat et son staff continuent les discussions. Et je pense que le moment venu, je ne suis pas mandaté pour venir dire l'état des discussions, des négociations. Je pense que le candidat lui-même, quand ça sera prêt, va organiser cela. Il n'y a pas de crainte. Patrice Talon, oui. Ce que je sais, c'est que Patrice Talon est en discussion avec la classe politique. Il est en discussion avec la classe politique. Il cherche à rallier, mais dans le même temps, il est en discussion avec la classe politique. On l'accuse d'avoir débauché, de tenter à débaucher des leaders politiques. Vous savez que les accusations sont faciles. C'est un chapelle politique. Vous savez que les accusations sont faciles au Bénin. D'accord. Mais des gens certains de ceux qui l'accusent sont certains de ses anciens proches. On a entendu Valentin Adeti-Khoudé, il y a quelques jours seulement, se plaindre de ce que la tentative de destitution dont il a été l'objet dans son alliance, l'AND, proviendrait du camp de Patrice Talon. Il a le droit de se plaindre. Mais quand on fait une accusation de ce niveau-là, bon, c'est à lui qu'il faut poser la question et non à moi. D'accord? Dans notre pays, souvent, c'est l'accusateur. On accuse souvent l'accusé d'aller se justifier, d'aller à démontrer les choses. Ça devrait être l'inverse, je pense, par rapport à tout ce qui se dit sur le terrain. Puis ça devrait être l'inverse. Hein? Il y a beaucoup de choses qui se disent et beaucoup d'accusations. Je vais vous donner une accusation sur Patrice Talon, par exemple. Vous avez tous été témoins de ce qu'a dit un jour le chef de l'État ici, que Patrice Talon est allé braquer la douane. Tout le monde a entendu ça. Un individu qui va braquer la douane. Donc, emporter 2 milliards de francs CFA. Et ça, j'ai entendu le chef de l'État le dire. OK? Mais qu'est-ce qu'il y en est? Dans les décomptes qu'on devait faire au profit de Bénin Contrôle, à des échéances régulières pour les services rendus pour ses prestations, il doit avoir des décomptes. Et on doit lui payer de l'argent pour ça. Ce fait qu'on lui vire ce qu'on lui doit, avec un excédent de 2 milliards de francs CFA. Un excédent, je n'ai pas dit 200 000. Hein. 2 milliards de francs CFA. D'excédent. D'excédent. Dans ses comptes. Et le monsieur prend son stylo, écrit donc à l'administration qui lui a viré l'argent, pour dire, mais il y a des dysfonctionnements dans votre système. Vous ne me devez pas ces sous. Avec ampliation au chef de l'État. La lettre existe. Cet excédent a été retourné dans les caisses du Trésor public avec reçu qui existe.
Vous n'êtes plus, donc on vient à la télé et on dit qu'il a braqué la banque. Et puis voilà. Est-ce qu'on devrait répondre chaque matin à ce genre? Enfant, c'est ma grand-maman qui parle de Bose. On dit que d'abose. Donc on réfléchit et on envoie des Bose. Ce système, c'est devenu un système de gouvernement, vous voyez? On réfléchit et on envoie des Bose sur son adversaire politique. D'accord? On ne peut pas continuer avec ça. Et face à ce Bose-là, on demande à l'individu d'aller se justifier à chaque fois. Non, c'est les auteurs de ces Bose-là qu'il faut commencer par interpeller. Ça ne peut pas continuer comme ça. Je vous dis qu'on a peur de ce monsieur-là. Et puis on fait tout pour qu'il ne se présente pas. On a dit qu'il n'a pas le droit. Comment il n'a pas le droit? Allons aux élections. Allons aux élections. Voilà. Votre candidat, Patrice Talon, il se fait qu'il est objet de plusieurs accusations. Il a eu des démêlés avec le chef de l'État. Je vous parle d'une de ces accusations-là. Il a braqué la douane. Que répondez-vous à ceux qui pensent que sa candidature ne favorise pas la paix sociale au Bénin? Comment une candidature ne saurait favoriser la paix? Au nom de quoi vous Que répondez-vous à cela, justement? N'est-ce pas la suite de la tentative d'empoisonnement et de coup d'État? Je réponds qu'il y a des personnes qui ont planifié tout ce qui se dit. D'accord? Il y a des personnes qui n'ont pas intérêt à ce que Patrice Talon soit candidat. Et ces personnes-là ne travaillent pas pour les populations. Ces personnes-là travaillent pour eux-mêmes et pour leurs intérêts. Qui sont ces personnes? Le pouvoir. Le pouvoir avec en tête le président de la République. De quoi a-t-il peur le pouvoir en faisant... Le pouvoir a peur de perdre le pouvoir. Et le pouvoir sait que Patrice Talon lui fera perdre le pouvoir. Et c'est pourquoi le pouvoir gesticule. Parce que le pouvoir sait qu'en face, il y a de la division. Et que Patrice Talon va fédérer. Patrice Talon va fédérer le Nord et le Sud. Et le pouvoir le sait. Comment le pouvoir peut avoir... Le pouvoir avoir... a toujours instrumentalisé les appartenances régionales. Patrice Talon vient déjouer ce plan-là du pouvoir en face. Qui veut que le Nord soit à part et que le Sud soit à part. Patrice Talon, par son action sociale et par son investissement, par sa personne, a été toujours un tampon en toutes les régions du pays. Et le pouvoir, c'est que ce monsieur-là fera mal. Justement, c'est à ce niveau-là, la crainte peut-être du pouvoir. Vous avez dit que le pouvoir a peur de pouvoir. Pourquoi pousser le pouvoir est finissant? Et c'est qu'il est en train de finir son deuxième mandat. Pourquoi doit-il avoir peur de perdre encore le pouvoir? Le président Yahi Boni est finissant. Il a échoué dans son plan de révision de la Constitution pour se succéder lui-même à lui-même. À partir de cet instant, on fait tout pour imposer le même système à la postérité. Et c'est de ça qu'il est question. J'ai parlé du système. Depuis que j'ai parlé là, je n'ai pas parlé du président Yahi Boni. Lui, c'est fini. Le projet de révision opportuniste pour se maintenir au pouvoir a échoué. Et c'est terminé, c'est rangé. Nous avons lutté. En décembre 2014, ça a été l'apothéose. Il a compris qu'il ne peut pas aller plus loin. Maintenant, on change de stratégie. Et c'est là où vous avez vu inventer après nous, c'est nous. C'est cela qu'il faut percevoir. Et les populations doivent percevoir ça. Et tous ceux qui seront utilisés dans cette œuvre-là pour que les forces démocratiques ne récupèrent pas le pouvoir en 2016 vont échouer. Mais ceux qui craignent que Patrice Talon ne prenne le pouvoir parlent également de cette affaire, de cette opposition avec le chef d'État dans l'affaire de tentative d'empoisonnement, tentative de coup d'État, les persécutions que Patrice Talon a subies. Cet homme qui a donc été la cible du gouvernement pendant si longtemps, une fois arrivé au pouvoir, ne va-t-il pas, et qui succéderait à Thomas Boni automatiquement après le départ de celui-ci, ne va-t-il pas essayer de se venger? Et c'est pour là vous allez voir la nature des grands hommes. Moi, je rassure les populations que Patrice Talon n'aura pas une minute pour se venger. Et de toutes les façons, le système qu'il appelle et qu'il a réclamé dans sa vision fera que le pouvoir judiciaire va recouvrer son indépendance dans un état de droit. Peut-être que vous n'appréciez pas ça, juste porter ce que ça veut dire dans un état de droit. Dans un état de droit, un pouvoir judiciaire, c'est vraiment un pouvoir. Moi, j'étais aux États-Unis
était allé dans l'État d'Obama, à Chicago, et le gouverneur en fonction était devant les tribunaux. C'est ça, un État de droit. Est-ce que vous voyez? Donc, dans un État de droit, Patrice Talon n'aura rien à faire. Si vous êtes dans des soucis avec la justice s'occupera de vous. Le président de la République n'aura pas le temps de se mêler de cela. Oui, mais si pour autant la justice aura la possibilité de s'occuper de ceux qui ont commis des délits, des infractions, des détournements, cela signifiera peut-être que ceux que vous accusez de s'être enrichis très vite, en reprenant bien entendu Marcel de Souza, pourraient également être poursuivis sous le pouvoir de Patrice Talon, si la justice devient plus indépendante. Alors, je ne vous suis pas. Donc, vous souhaitez que la justice ne soit pas indépendante et qu'elle ne fasse pas son rôle? Non, on n'a rien à voir. Moi, je pense quelque chose, mais moi, je ne suis pas le droit. Je ne suis pas la justice, malheureusement. Et c'est pourquoi, même ce que moi, je pense là, bon, ça a ses limites en droit. Hein. C'est moi qui le pense. C'est Marcel de Souza qui le pense. Mais c'est la justice qui l'établit. Dans un état de droit, c'est comme ça que les choses se passent. Donc, tout ce que nous disons là, c'est sur la base de ce que nous faisons. Nous avons quelques faits précis qui nous fondent à dire ce que nous disons. Mais en dehors de ça, il y a des affaires qui ont été tranchées, et il y a des affaires qui n'ont pas été. Mais il y a quelques affaires tranchées qui nous prouvent que il y a eu de la corruption. Le rapport donc des Pays-Bas la fois dernière sur la gestion de l'eau nous a déjà montré, établi qu'il y a eu du détournement à haute échelle. Ces faits-là, donc dans notre société, nous font déjà dire que notre cité n'a pas été très bien gérée ces 10 dernières années. Et quand nous avons dit ça, mais c'est la justice qui fait son travail. Mais je pense que le président Patrice Talon, s'il est élu président, et nous l'espérons, nous l'appelons de tous nos voeux, n'aura pas une minute. Encore qu'il dit qu'il fera 5 ans. Vous voyez, quelqu'un qui veut faire 5 ans, perdre 3 ans à régler les problèmes de conflit avec un homme. Il n'a pas dit qu'il fera 5 ans, c'est vrai qu'il a proposé un mandat unique après la révision de la Constitution. Ce n'est pas encore la périodicité de ce mandat-là. Le point de départ, c'est d'abord lui. Il dit qu'il fera 5 ans. On est en politique. Et quelqu'un a dit que les promesses politiques n'engagent que ceux qui croient. Attendez, c'est très précis. Ce n'est pas de la phraséologie. Hein. Il n'a pas dit refondation sans y mettre un contenu. Il n'a pas dit changement sans y donner un contenu. Je pense qu'il a dit des choses précises. Je ferai 1, 2, 3, 4, 5. C'est précis, mesurable. C'est mesurable. Des indicateurs précis. Je ferai 5 ans. Et je souhaite que mes successeurs fassent un mandat. C'est précis. Mais lui fera 5 ans. D'accord? Il dit, je réformerai la justice. Ce n'est plus normal que le chef de l'État ait sa suprématie. Vous avez vu quand le chef de l'État a voulu, on a balancé des affaires de l'autre siècle. Et pourquoi les cas que nous avons dénoncés, le chef de l'État n'a pas été prompt pour ça? Encore des affaires non lieu. D'accord? Que les affaires soient en justice, moi je suis d'accord. Hein? Mais c'est des affaires non lieu. Tout ça là, c'est de la diversion. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ça le rôle. Encore qu'une justice indépendante, il doit y avoir des mécanismes d'autosaisine de ce côté-là. D'accord? Aujourd'hui, vous comprenez tous avec ce qui vient de se faire que la justice est donc aux mains du chef de l'État. Je ne parle pas des magistrats, je parle de l'appareil justice. Il y a des magistrats indépendants, mais qui sont embrigadés par le système. Donc, il faut que la justice soit indépendante. Il a dit. D'accord? La HAC qui n'arrive plus donc, à réguler les choses sur le territoire. Quand on a affaibli la HAC, nous avons vu la HAC sur le président Dossa dans ce pays-là. Vaille que vaille. Et puis après, mais regardez ce que la HAC est devenue. Ce n'est pas à défaut d'avoir des personnes intelligentes à son sein. C'est le leadership qui est au sommet de l'État, qui a soumis la HAC. Et donc, ce leadership que nous avons eu ces 10 dernières années a montré les limites de notre système démocratique et qu'il faut réformer. Parce que quiconque prendra le pouvoir en 2016 sans que ce système ne soit réformé échouera. Et c'est ce que nous avons appelé le candidat Patrice Talon à régler pour nous pour 5 ans. Il viendra nous aider à régler ce problème-là et il donnera le pouvoir à la classe politique qu'il aurait par ailleurs façonné à se mettre ensemble. Parce qu'il aura un mécanisme de financement des partis politiques
qui, assurément, vous voyez, moi je suis alternative citoyenne, un seul député. Je vous dis banalement, c'est un système de financement des partis politiques. Je dis des chiffres au hasard. Le parti qui a un seul député aura une subvention de 5 millions par an pour ses activités de formation, d'éducation et autres. Si vous êtes 5 députés, cette subvention-là peut passer de 5 millions à 100 millions. Si vous êtes 10 députés, vous aurez une subvention annuelle de 200 millions. Mais je n'aurai aucun intérêt. On ne risque pas là d'enrichir encore les présidents de partis politiques qui, on le sait, quand il y a du regroupement et de la démocratie interne, ça ne peut pas arriver. Naturellement, ça sera accompagné donc de règles élémentaires de contrôle parce que c'est des deniers publics. Pour que le seul président... On connaît le sort des deniers publics au Bénin. S'il vous plaît. On connaît le sort des deniers publics au Bénin. Vous avez dit au Bénin, c'est pourquoi mon candidat vient réformer un peu cela. Il a dit que je veux renforcer le système de contrôle dans l'administration. Oui, parce que là où on est là, ce n'est pas bon. Quiconque prendra le pouvoir dans ce contexte, les choura, je vous dis. Il faut réformer les choses. Et nous allons y aller. Monsieur Orden Aladatin, on aurait aimé poser la question à Monsieur Patrice Talon lui-même. Voilà. En attendant, moi j'y crois, c'est pourquoi je vous en parle avec tant d'aise. Depuis quand il s'est retrouvé dans l'étoffe de présidentiable? De présidentiable, vous voulez parler d'étoffe de politique? Dans l'étoffe de politique, depuis fort longtemps. Depuis fort longtemps, il a rêvé de briguer... Non. Justement, depuis quand il a eu cette idée, cette envie de participer? Ce n'est pas envie, ce n'est pas une envie. Quand on est appelé à certaines fonctions, mais vous ne dormez pas, hein. Je ne suis pas à sa place, je ne sais pas. Mais parce qu'au fait, la chose politique est devenue comme une manne au Bénin pour les Béninois. C'est pourquoi nous raisonnons de cette façon-là. C'est-à-dire que si on vous nomme directeur de cette télévision, rédacteur en chef, normalement le soir, votre préoccupation serait comment faire pour réussir. Une grande chaîne, on installe, et puis vous avez de la promotion. Les personnes intelligentes et les personnes mues par le développement ne dansent pas, ils ne fêtent pas. Ils se disent, mais comment je dois faire pour réussir? C'est cela. Mais accepter d'être président de la République au Bénin, c'est un sacerdoce. Inverser les choses. Il y a un opérateur économique important dans ce pays qui a dit non, lui ne sera jamais président de la République. Ça passe sur WhatsApp, vous voyez. Parce que être président de la République, c'est vous mettre à la portée des autres. Mais c'est contextuel, lui, il a dit... Je vous dis que c'est vous mettre à la portée des autres. C'est vous mettre à la portée des autres, s'il vous plaît. Oui, et si vous acceptez, malgré tout ce qui vous entoure, de descendre de votre piédestal et d'accepter ce genre de mission, dans les pays qui se respectent, vous êtes remerciés, vous êtes félicités. Sans être un merci, parce que le messianisme, il ne faut pas. Mais je vous dis qu'il y a une mission qui se présente à nous et des forces démocratiques l'y ont appelé. Et pour moi, je me réjouis qu'il soit en train d'accepter, parce que je pense qu'il va accepter cette mission et qu'il a déjà accepté. On est candidat toujours parce qu'on veut défendre des idéaux, parce qu'on veut apporter des choses à son pays. Vous avez parlé d'un candidat tout à l'heure dont la vidéo traîne sur les réseaux sociaux qui a dit à un moment donné qu'il ne sera jamais candidat. Mais aujourd'hui, il est en train de manifester son intention de briguer la magistrature suprême, sûrement parce qu'il veut lui aussi, à un moment donné, compte du contexte dans lequel nous nous trouvons, apporter sa pierre à l'édifice. On a le droit de changer d'avis, n'est-ce pas? Parce que parti dans le candidat parce qu'il veut empêcher le nous après nous. On a le droit de changer d'avis. Mais c'est pourquoi on change d'avis qui est important. Vous avez dit que quelqu'un est venu tout à l'heure parce que l'autre a dit. C'est ça que je n'accepte pas. Mais que quand la mission appelle, que pour la cause et pour l'objet, que l'on change d'avis, très bien. Moi, j'étais société civile. Quand le devoir m'est appelé pour dire investis-toi en politique. Parce que le niveau de déconfiture auquel nous sommes parvenus appelle ce que vous changez de stratégie pour être plus efficace. Nous l'avons fait. Nous disons que le contexte actuel est à l'union sacrée pour qu'après nous ne soit pas nous. Si quelqu'un se déclare pour renforcer cela, c'est tant mieux. Mais si c'est pour diviser, le peuple appréciera. Est-il facile de gérer l'héritage du président Boni-Yaye si Patrice Talon devenait président de la République? Serait-il facile de diriger cet héritage-là? Ce n'est pas évident. C'est pourquoi les réformes s'imposent. Ça veut dire que si Patrice Talon avait dit « je deviendrai président de la République pour avoir telle performance » sans indiquer les réformes annoncées, moi j'aurais plus peur. Je serais d'avis avec vous. Mais pour que cela n'en arrive pas,
C'est pourquoi 1, 2, jusqu'à 8 points, ça a été indiqué. Et il faut le faire. Sa déclaration officielle de candidature est attendue pour quand? Ah, ça, je ne sais pas. Et s'il ne le faisait pas? Qu'est-ce qui bloque? S'il vous plaît? Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi tant de... Non, mais le candidat lui-même a dit qu'il est en discussion. de Le candidat dit qu'il est en discussion. Je vous ai dit que je ne suis pas dans les secrets de Dieu. Donc, ça dépendra de l'évolution de cette discussion. Il y a un temps pour tout. Je pense que le timing existe et ce n'est pas à moi de venir. Y a-t-il un risque que les discussions n'aboutissent pas et que donc le candidat ne se présente pas? Non. Je pense que les discussions sont très avancées et puis ce que je sens est très bien pour nous. Nous ne maîtrisons pas demain, nous sommes sur ce plateau. Si demain, Patrice Talon, par la force des choses, disait que voilà, il ne voulait plus se positionner au présidentiel. Mais à qui appartient demain? À Dieu. Mais c'est une hypothèse qu'on met ici. C'est une hypothèse. L'hypothèse, est-ce que la contradiction principale aura disparu? Parce qu'il ne vient pas pour son propre plaisir. Hein. Il vient pour une mission précise. La contradiction principale n'aurait pas disparu. Vous pensez que si au niveau des forces démocratiques, nous avons eu même, sans Patrice Talon, pu faire l'unanimité autour d'un homme et que la classe politique soit entendue, c'est-à-dire que PRD, RB, Soleil, et puis un certain nombre de choses là, Patrice Talon, il a été candidat, j'en doute. Personnellement, j'en doute qu'il aurait été candidat si nous avions quelqu'un qui nous puisse faire quand même l'élément fédérateur. Hein. Je vous ai dit l'élément fédérateur. J'ai dit les lambeaux du pays, nord, sud, est, ouest. Je vous ai dit. Je vous ai dit, quelqu'un qui arrive facilement à parler avec l'ensemble de la classe politique, c'est un atout. Justement, Ordin Ladati, Patrice Talon, maintenant qu'il s'est officiellement déclaré, se rend compte à quel point il est difficile de réunir. Il s'est déclaré officiellement. Bon, merci de l'avoir compris. Merci de l'avoir compris. Merci de l'avoir compris. Oui. Maintenant qu'il voudrait être candidat, il se rend compte que la classe politique est suffisamment divisée. Il se rend compte de la difficulté qu'il y a à fédérer les voix autour d'une personne. Et est-ce qu'il n'aurait pas dû tenir compte de cette difficulté plutôt que d'accuser cette classe politique d'être incapable de s'unir? Je vais renchérir. Moi, je n'ai pas entendu. Mais sa candidature est la conséquence de ce que la classe politique ne je suis dans un contexte que j'analyse. Et le contexte a appelé que Patrice Talon puisse venir pour régler donc des problèmes précis qui s'opposent à notre cité. Et cette analyse-là, vous la partagez, vous la vivez, cette analyse-là, tous les jours. Donc, ce n'est pas Patrice Talon qui l'a dit. Nous le disons et vous le dites avec nous. À partir de cet instant, le contexte n'a pas changé. Ce n'est pas évident. Vous savez, il y a des gens qui ont nourri des ambitions, qui l'ont préparé depuis un moment. Mais à partir d'un moment, moi, j'ai travaillé pour mettre Diogbenou pendant longtemps sur le terrain pour sa candidature. Moi, que vous voyez, j'ai travaillé pendant longtemps pour mettre Diogbenou pour sa candidature. Mais je vous dis qu'en face de la contradiction principale, on devrait pouvoir faire attention pour faire face à la contradiction principale. C'est ce que nous avons humblement fait. Et nous demandons à d'autres forces du pays de franchir ce pas. Ce serait un peu difficile pour certains. D'autres vont y adhérer très facilement. Mais les discussions continuent. Et je pense que nous aurons la masse critique qui permettra aux forces démocratiques de prendre le pouvoir et de montrer qu'on peut faire du Bénin un autre pays que ce qu'il a été. 50 suffiront-ils? Pour mettre les balises, oui. Et d'autres continueront. En attendant, les partis politiques, les états-majors politiques ont du mal à se prononcer en faveur, on les compte au bout des doigts en faveur d'un tel ou tel candidat. Mais sur le terrain, des mouvements de suscitation de candidature, c'est ce que nous observons presque tous les jours, et notamment les week-ends. Vos appréciations par rapport au mouvement, est-ce que c'est des mouvements unilatéraux ou c'est téléguidé? Moi, j'ai reçu pour mission de répertorier donc dans le littoral ces mouvements-là et de les fédérer. Mais chaque jour, j'en reçois. Trouve-t-il de l'argent pour organiser ces manifestations? Laissez l'organisation des manifestations. Au-delà de l'organisation des manifestations, ce qui se passe sur le terrain, c'est bien au-delà de ce que vous sentez à la télé et à la radio. Si je n'avais pas été mon portable, vous auriez compté avec moi combien d'appels j'aurais reçus de groupes organisés ici, de mouvements qui se déclarent ici et qui souhaitent accompagner ce projet-là.
Les Béninois sont en train de comprendre ce que représente la candidature de Patrice Talon pour la cité. Je ne parlais pas spécifiquement des mouvements de suscitation de candidature de Patrice Talon, pas de façon générale, de façon globale, c'est ce que nous observons. Et sur le terrain, vos appréciations. Je pense que c'est le vide laissé par les partis politiques qui se traduisent en ces termes. Parce que tous ces mouvements-là que vous voyez se déclarer travaillent avec l'un ou l'autre des partis politiques sur le terrain. Ou travaillaient avec l'un ou l'autre des partis politiques. C'est déplorable. Je pense qu'il faut renforcer la classe politique pour que demain, ce soit les partis vraiment qui se déterminent et qui montent au créneau. Le temps passe suffisamment vite. Je pense que c'est des choses à corriger. Le temps passe suffisamment vite, mais on va prendre votre lecture de la situation en République démocratique du Congo. En République du Congo. Brazzaville, justement. Brazzaville. Le référendum a eu lieu. Je vous ai déjà dit que l'absence des personnes comme Patrice Talon dans ce genre de pays font le lit à tous les abus. Il n'y a personne comme Patrice Talon au Congo pour permettre à la compétition démocratique de se faire. Quand on parle de télécommande et autres coaching ici que Patrice Talon fait, ouais. Je pense au moins qu'il permet à la compétition électorale de se faire chez nous. Dit non à la révision opportune de la compétition. Permettre à ceux qu'on a appauvris de pouvoir tenir la compétition électorale, je pense que c'était un défi démocratique à avoir. Et vous avez dit à partir là, on oubliait la CCJA, la décision de la CCJA et la réplique de notre gouvernement. Lamentable. Je parie que vous n'avez aucune fierté d'être béninois par rapport à la réaction de mon gouvernement par rapport à ça. C'est déplorable. Et vous avez suivi sur RFI les menaces des juges de la CCJA par rapport à notre président de la République. C'est un outrage à magistrat. Et chaque jour qui passe, c'est joli. Donc la FIA qui m'a raconté la fois dernière qu'il était à Roissy, et puis on lui a montré son passeport, un grand voyageur. On dit, tu es jamaïcain? Il dit, non, je suis béninois. C'était une métisse qui a dit, oh, pauvre Bénin, un Bénin que nous apprécions beaucoup. Oh, l'expérience démocratique, mais vous êtes en train de résister. Nous vous soutenons, allez-y, à l'international. C'est ce que nous sommes devenus. Du fait du pouvoir que nous avons subi. Heureusement pour les Béninois, continuons de prier et je pense que donc ce pouvoir est finissant et que nous allons remonter le pays. On vous permet de conclure en 15 secondes. Je voudrais dire aux Béninois que l'enjeu c'est demain. L'enjeu c'est nos jeunes qui participent à des concours, mais que l'on organise dans ces conditions et qu'il ne faut pas que ça continue. L'enjeu, c'est ce genre de scandale du genre de ICC qu'on nous a fait avaler dans ce pays-là de façon éhontée. Et ceux qui l'ont fait menacent de se suicider à eux-mêmes. C'est pour ça qu'il nous faut un sursaut. Et donc, dans ce silence, dans cette cacophonie des ambitions, il eût fallu trouver un élément fédérateur qui permette aux forces démocratiques de prendre le pouvoir et de l'exercer. Je voudrais vous dire que tout ce que l'on dit, c'est secondaire par rapport à l'enjeu essentiel. Je sais que le moment venu, les Béninois vont se déterminer. Nous ne sommes pas encore en campagne électorale. Les Béninois vont se déterminer et s'unir pour que l'on puisse sauver ce pays. Parce que ce pays doit remonter et ne peut pas ne pas remonter. Merci à vous, Orden. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci donc à vous, Orden Latin. Merci d'être venu. Vous avez honoré notre plateau. Nous avons parlé donc de cette mutation de la société civile vers la politique. Nous avons parlé de la présidentielle de 2016. Votre choix, il est très clair et il est connu. C'est Patrice Guillaume Athanase Talon. Vous nous avez parlé également de la raison pour laquelle votre parti a choisi de s'allier à Patrice Talon. Les affaires judiciaires qui sont ressuscitées contre l'homme n'ont pas manqué d'être évoquées. Nous avons donc de long en large abordé ces questions. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci aux téléspectateurs donc également d'avoir suivi. Et on rappelle à nos téléspectateurs, auditeurs qu'on recevait Orden Aladati. Il est le secrétaire général de Alternative Citoyenne. Il est né le 24 juin 1900.
63, 52 ans, donc voilà, il a effectué l'essentiel de ses études au Bénin, à l'université d'Abomey et Calavi. L'Université nationale du Bénin est devenue aujourd'hui Université d'Abomey et Calavi, révélée par le théâtre, acteur incontournable du téléfilm Un tour de vis du Centre Africa au Bota, point d'orgue de l'émission. Entre nous de regretter, mais moi, où il était appelé Lafia, devenu de ce fait un des acteurs de la société civile. Il va par la suite migrer en politique depuis janvier 2014, donc en prenant part aux côtés d'autres personnalités de profil semblable à la création d'un parti politique appelé Alternative Citoyenne. C'était Dimanche Politique. Suivez la rediffusion sur Eden TV dimanche, aujourd'hui donc à 21h, mardi 21h sur Diaspora FM, ce soir à 22h. À bientôt.